Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous, on commence sans plus tarder avec les titres de cette émission. Au deuxième jour de la trêve en Syrie, le cessez-le-feu est remis en question par les nombreuses parties du conflit, chacun accusant les autres de violer l'accord. En Somalie, dans la ville de Baidoa, au moins 40 personnes ont été tuées dans des attaques contre 2 restaurants populaires. En Suisse, les électeurs ont rejeté une proposition pour déporter automatiquement les étrangers auteurs d'au moins 2 délits mineurs. La Chine projette de mettre en orbite cet automne son deuxième laboratoire spatial, Tiangong 2. En Chine, le taux de chômage urbain est à peu près stable et l'objectif du gouvernement est d'étendre le système de sécurité sociale. À la une de cette édition, le cessez-le-feu en Syrie est remis en question par les nombreuses parties au conflit et chacun accuse les autres de violer l'accord. C'est pourtant le deuxième jour de trêve. Reportage. Les groupes terroristes ont effectué des dizaines de tirs de mortier dans la zone rurale qui entoure la côte à Latakié, selon l'agence de presse officielle dimanche. Elle ajoute que des bombardements ont eu lieu près de la frontière turque où les combattants d'Al-Nosra sont actifs. Mais les groupes d'opposition syrienne de Latakié disent le contraire, que le front n'a aucune présence dans la zone. Le groupe dit en revanche que les forces gouvernementales ont lancé des roquettes. Dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, l'opposition parle de violations continuelles du cessez-le-feu par le gouvernement et ses alliés afin de saccager les efforts internationaux et mener à l'effondrement le processus de paix soutenu par l'ONU. La Russie déclare dimanche que le cessez-le-feu a été violé 9 fois ces 24 dernières heures, parlant plus particulièrement d'une attaque sur la ville de Tal Abyad à la frontière turque. La version turque de l'histoire est que l'organisation État islamique a attaqué et capturé la plupart de la ville de Tal Abyad à la frontière avec la Turquie dimanche, provoquant des représailles de la part de l'aviation américaine. Un allié de l'opposition syrienne, l'Arabie saoudite, pointe du doigt quant à elle la Russie et le gouvernement syrien. Il y a eu des violations de la trêve par l'aviation russe et le régime. Et nous discutons actuellement de ce sujet avec les pays du groupe de soutien international à la Syrie. Et je pense que cet engagement envers le cessez-le-feu sera un important indicateur du sérieux du régime syrien. Il ajoute qu'il s'agirait d'appliquer alors un plan B au cas où le président syrien Bachar al-Assad et ses alliés n'étaient pas sincères à propos de la trêve. Il s'est toutefois refusé à donner plus de détails. La police somalienne a déclaré qu'au moins 40 personnes avaient été tuées dans des attaques contre 2 restaurants populaires dans la ville de Baidoa. L'un des restaurants a été ciblé par une voiture piégée et un kamikaze s'est fait exploser dans l'autre. Au moins 20 personnes sont blessées. Personne n'a revendiqué la responsabilité de ces attaques, mais le groupe Al-Shabaab a déjà réalisé de nombreux attentats similaires en Somalie. Le sommet de la mission de maintien de paix de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM, est d'une importance primordiale. Les Somaliens perdent confiance en l'AMISOM, tandis que les Shabab multiplient les attaques meurtrières et la violence entre clans s'aggrave. Une série d'attentats a récemment été perpétrés en Somalie et l'une des plus meurtrières était contre les soldats kenyans qui font partie de l'AMISOM. Même si l'AMISOM a connu des succès, l'opinion publique s'est transformée. La majorité des Somaliens pensent que les soldats de l'AMISOM ne sont pas sincères dans la lutte contre les Shabab. La raison pour laquelle l'AMISOM perd petit à petit le soutien de la population locale, c'est parce que ces 22 000 soldats n'ont pas réalisé de grands progrès au cours de ces 9 dernières années. Des affrontements entre clans à propos de la propriété de terre continuent de se produire dans certaines régions et compliquent la situation en Somalie.
La raison principale pour laquelle la MISOM n'obtient pas de résultats est les clans en Somalie qui s'affrontent pour acquérir le contrôle de certaines parties du pays. Mogadiscio est une ville cosmopolite, elle a été facile à libérer, mais en dehors de la capitale, la MISOM doit faire face à des défis importants. La rivalité entre clans a fortement affecté les opérations de la MISOM. Les autorités cherchent des solutions et l'une des solutions proposées est d'intégrer les milices issues des clans à l'armée nationale. Cependant, cela prendra du temps et de l'argent. La Macédoine a brièvement ouvert sa frontière dimanche soir pour environ 400 migrants qui ont passé des jours à attendre de pouvoir la franchir depuis la Grèce. La police de Serbie et de Slovénie a scanné les documents des migrants, principalement des femmes et des enfants, avant de les autoriser sur le territoire macédonien. Les pays le long de la route des Balkans, incluant la Macédoine, ont imposé des restrictions de transit strictes pour réduire le nombre de nouveaux venus. Les restrictions dans les Balkans sont intervenues après la décision de l'Autriche de mettre en place une limite quotidienne qui a commencé le 19 février. Plus de 6500 réfugiés sont encore dans la ville grecque d'Idoménie. Ils attendent de passer les frontières. On passe à la Suisse à présent. Les électeurs ont rejeté le projet controversé qui prévoyait l'expulsion automatique des étrangers coupables de délits mineurs. Cette proposition avait été initiée par l'Union démocratique du Centre, parti d'extrême droite qui souhaitait rendre la Confédération plus sûre. Zurich jouit certes d'une image de tranquillité, mais dans tout le pays, on a récemment constaté un sentiment de malaise autour des bureaux de vote. L'enjeu, une proposition de loi permettant l'expulsion automatique sans aucune possibilité de procédure d'appel de tout étranger ayant commis 2 délits mineurs. D'ailleurs, la campagne d'affichage choisie par l'Union démocratique du Centre présente un mouton blanc donnant un coup à un mouton noir, l'expulsant ainsi hors des frontières. Un choix pictural ayant entraîné un flot de critiques pour son caractère raciste. Le projet correspond à une extension de la loi signée en 2011, un texte qui prend pour cible les étrangers coupables de graves infractions. Mais pour certains électeurs, cette nouvelle mouture va trop loin. Cette fois, elle ne s'attaque pas seulement aux vrais criminels, elle cible tous ceux qui n'ont pas de passeport suisse pour qu'ils partent, et c'est toute la différence. Et cette fois, je crains que certains ne comprennent pas cette différence. C'est un ajout qui, à mon avis, n'est pas nécessaire et qui est dommageable à notre pays, à la population, à sa réputation, et ce n'est pas une solution appropriée. Elle n'améliorera pas la sécurité. C'est une mauvaise solution. Pour les opposants, le texte met en place un système judiciaire à 2 vitesses, injuste pour les étrangers qui représentent jusqu'à 25% de la population de la Confédération helvétique. Alors que les membres de l'Union démocratique du Centre se réunissaient à Einsiedeln, à 50 minutes en train de la capitale Zurich, il apparaissait évident que la proposition serait rejetée. Cependant, l'extrême droite et suisse estime que le débat est maintenant ouvert. Depuis 2000, la question de la criminalité étrangère est soulevée. La quantité de crimes commis par des étrangers augmente énormément et ce qu'il y a de positif aujourd'hui, il semble y avoir un consensus, même avec nos opposants, sur le fait qu'il nous faut des procédures plus strictes face aux criminels étrangers. D'autres partis politiques considèrent le rejet de la loi comme une preuve de bon sens. Oui, nous sommes soulagés parce que d'abord la victoire est très large, très nette, et puis elle est aussi le signal d'une certaine maturité. Le peuple suisse, très massivement, a décidé de privilégier l'état de droit, le recours à un juge lorsqu'il y avait des décisions aussi graves. Ici en Suisse, ils sont nombreux à être soulagés que cette proposition ne puisse pas devenir une loi, alors que plusieurs milliers de migrants et de réfugiés se dirigent chaque jour vers l'Europe. Ce référendum soulève à nouveau la question de l'intégration et de l'assimilation des étrangers, une question à laquelle l'Europe tente tant bien que mal de répondre. Le Pakistan a exécuté lundi l'homme qui avait tué le gouverneur de la province du Pendjab en 2011. Le gouverneur Salman Taseer avait été tué en raison de son appel à réformer les strictes lois du pays sur le blasphème, qui condamne à la peine de mort pour insulte envers l'islam. Salman Taseer avait déclaré que ces lois étaient mal employées et qu'elles devraient être réformées.
Des manifestations ont éclaté quelques heures après l'exécution de l'assassin à l'instigation de personnes soutenant son action et qui le considèrent comme un héros ayant défendu sa foi. Il les avait menacés d'avoir recours à la violence en cas d'exécution. Les autorités ont renforcé la sécurité alors que des centaines de personnes commençaient à se réunir devant l'habitation du tueur lundi matin. Le virus Zika se répand rapidement dans le monde et maintenant de nouveaux indices suggèrent qu'il pourrait être encore plus puissant qu'on ne le pensait. On savait que le virus Zika est transmis par le moustique Aedes aegypti, mais certains pays, dont l'Argentine, rapportent des cas de transmission par voie sexuelle. Pour ce qui est de la cause épidémiologique, elle a eu un contact avec un homme qui en effet a été en Colombie. C'est un cas avec ses particularités sur la manière dont la maladie a été transmise, à savoir par voie sexuelle. La France a aussi détecté son premier cas de possible transmission par voie sexuelle. Les responsables français de la santé ont dit que le partenaire de la patiente a voyagé au Brésil, le pays le plus durement touché par l'épidémie. On pense que le virus Zika est lié au récent pic de cas de microcéphalie au Brésil, condition par laquelle les bébés naissent avec une tête inhabituellement petite. Il reste cependant beaucoup à connaître sur le virus. Les scientifiques suspectent qu'il pourrait être en mesure de faire bien plus de dégâts qu'on ne le pensait jusqu'à présent, avec comme conséquence possible une augmentation des enfants mort-nés. Le Centre américain de prévention et de contrôle des maladies a étudié 9 femmes américaines enceintes qui s'étaient rendues dans les zones affectées. 2 d'entre elles ont eu des fausses couches, tandis qu'une 3e a donné naissance à un bébé atteint de microcéphalie sévère. Pour cette raison, l'agence américaine conseille aux femmes enceintes d'éviter de se rendre aux Jeux Olympiques de 2016 qui se tiennent cette année au Brésil. C'est le premier avertissement explicite de l'agence pour qu'une catégorie de voyageurs ne se rende pas aux Jeux. Dans d'autres parties de l'Amérique latine, le virus se répand rapidement. La Colombie a vu une augmentation de 5000 cas pour la seule semaine dernière, dont 1300 femmes enceintes. Les autorités sanitaires locales craignent que 500 de ces femmes ne portent un enfant atteint de microcéphalie. Et on passe sans plus tarder à aujourd'hui la Chine. Bonjour Elsa. Bonjour Yves. Eh bien, que nous réserve cette deuxième partie d'édition, s'il vous plaît? Eh bien, je vais commencer par vous emmener dans les étoiles, puisqu'il va d'abord s'agir de conquête de l'espace. La Chine projette d'envoyer un deuxième laboratoire spatial orbital appelé Tiangong-2 cet automne. Ce projet sera suivi par le lancement d'une navette habitée appelée Shenzhou 11. Shenzhou 11 sera lancé au 4e trimestre. Il s'améliorera avec Tiangong-2 avec 2 astronautes à bord. Ils mèneront des expériences sur la science et les applications spatiales et testeront des technologies clés permettant aux astronautes de rester à long terme dans l'espace. Les 2 astronautes ont été soigneusement sélectionnés selon les besoins de la mission. Ils resteront 1 mois. Il n'y a pas d'astronaute femme cette fois. Wu Ping a indiqué que la prochaine étape du projet était d'envoyer une navette de marchandises dans l'espace mi-2017 pour apporter des provisions au laboratoire spatial. Cette navette sera lancée avec la série des fusées Longue Marche. Wu Ping a ajouté qu'il était essentiel de construire et d'opérer une station spatiale. La Chine espère la commencer vers 2020. Société à présent. En 2015, les nouveaux emplois urbains en Chine se sont stabilisés à 13 millions, soit une légère baisse de 0,8% par rapport à la même période l'année précédente, selon le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale. Lors d'une conférence de presse ce matin, le ministre Yin Wenmin a déclaré que le taux de chômage urbain se situe un peu au-dessus des 4% et reste stable. Il a ajouté que cela s'était fait en même temps que la réforme économique structurelle de la Chine et que la valeur de l'industrie du service a dépassé les 50% pour la première fois l'année dernière. Mais les défis de 2016 sont les suivants. Une surcapacité dans certaines industries, un ralentissement économique et davantage de diplômés posant problème à l'emploi de cette année. Yin parle également du système des retraites, disant que du progrès a été réalisé, mais que la Chine avait encore besoin de réformes. Le système chinois des retraites couvre à présent 850 millions de personnes, sans compter les étudiants et les très jeunes enfants. Près d'1 milliard de personnes devraient être couvertes par ce système, ce qui signifie que notre couverture est de 85%.
Il s'agit de la plus grande pension au monde. Et le système des retraites pour les employés a été ajusté pendant 11 ans consécutifs, passant de 700 yuan en 2005 à près de 2200 yuan l'an dernier. Le plus grand défi pour le système des retraites de la Chine est sa population en vieillissement. Avant, près de 3,3 employés soutenaient un retraité. Aujourd'hui, c'est 2,9 personnes qui en soutiennent un. La Chine pousse à présent les réformes afin de résoudre ce problème. La sécurité routière est devenue un sujet de préoccupation en Chine à mesure que le nombre de voitures augmente à Shanghai. Un nouveau semestre scolaire a commencé et la police de Shanghai travaille auprès des enfants pour leur apprendre à bien se comporter sur la voie publique. Le matin est la période la plus dangereuse pour les enfants. Les élèves en route pour l'école doivent faire face à l'heure de pointe. Certains parents disent que des automobilistes ont de mauvaises habitudes et ne suivent pas les règles du code de la route. Les voitures vont plus vite et elles me touchent parfois quand je traverse la rue. Je pense que les automobilistes n'obéissent pas aux règles du trafic routier et ils n'attendent pas que les enfants aient fini de traverser pour démarrer. Je vois beaucoup de voitures prendre des virages soudains. Certains changent de voie sans prévenir. C'est dangereux et ça met les enfants en danger. Certains appellent les gens à changer d'attitude et à obéir aux règles. Je pense que les adultes doivent donner le bon exemple aux enfants. Après tout, les voitures sont conduites par des adultes. Je pense que les conducteurs devraient faire plus attention à la sécurité routière. Ils devraient réduire leur vitesse près des écoles. Il faut plus de panneaux routiers pour protéger les enfants. Aider les enfants à faire face aux conditions du trafic à Shanghai et leur apprendre la sécurité. La police de Shanghai travaille avec les responsables de l'éducation pour introduire des cours de sécurité routière. À l'école Hualing de l'arrondissement de Jing'an, les étudiants prennent part à une classe ouverte sur la sécurité des passants à base d'activités ludiques. Le cours est conçu par une ONG dévouée à la prévention des blessures chez les enfants. Les élèves ont même la possibilité de conduire des voitures miniaturisées sur un circuit qui imite la route. La commission éducative de Shanghai a dépensé 740 000 yuan pour cet équipement. Je pense qu'il est intéressant d'avoir une expérience comme celle-là, une expérience qu'on ne peut pas acquérir dans des livres. Hualing est l'une des 4 écoles de la ville à proposer des cours de sécurité routière. Les responsables disent qu'ils prévoient d'introduire des cours dans d'autres écoles d'ici 5 ans. Nous essayons de faire jouer les enfants dans la nature. Nous appelons à des programmes plus interactifs. Nous espérons que ce sera plus facile pour permettre aux enfants de se rappeler des règles quand ils marchent ou font du vélo dans les rues. Nous espérons que ce cours va aider les enfants à en savoir plus sur la sécurité routière. La police de la route coopère aussi avec des assureurs pour fournir une meilleure protection aux élèves. À partir de la fin de l'an dernier, plus de 530 000 élèves d'école primaire ont reçu une casquette rouge avec bande réflexive pour être visibles sur les routes. Les assureurs coopèrent aussi à des programmes de compensation pour les enfants blessés dans des accidents de la route entre leur domicile et leur école. Le tant attendu parc Disneyland de Shanghai va ouvrir sa billetterie d'ici la fin du mois de mars. Les ventes devraient être spectaculaires. Le secteur du tourisme connaît en effet une rapide progression. Disneyland Shanghai va finalement ouvrir ses portes à la fin juin après 5 ans de préparatifs. Les tickets vont commencer à être vendus le 28 mars à 499 yuan pour le jour d'ouverture. Beaucoup des attractions de Disneyland Shanghai ont été faites sur mesure avec des thèmes chinois. Je pense que l'industrie chinoise du tourisme a évolué de façon saine ces dernières années et la période d'ouverture coïncide avec la tendance du marché touristique chinois. Nous avons également signalé que le marché du parc à thème chinois connaît une croissance rapide et nous sommes ravis de contribuer à cette croissance de l'industrie du tourisme chinois. L'investissement total dans Disneyland était de 5,5 milliards de dollars et ce fut juste le début du secteur touristique chinois. La Chine possède actuellement 14 parcs à thème et le nombre devrait atteindre les 60 d'ici 2020 avec un investissement total de 24 milliards de dollars.
Par exemple, les studios Universal vont entamer leur construction à Beijing et aussi le parc safari Shimlong de Guangzhou. Tout cela attire des milliards d'investissements. Tous ces investissements arrivent lors d'une tendance à l'expansion de l'industrie touristique de Chine. Les chiffres montrent que l'année dernière, le revenu du tourisme en Chine a dépassé les 4 000 milliards de yuan. Et cela compte pour plus de 10% de l'économie du pays. Du sport pour terminer. Alors que le bowling devient de plus en plus populaire en Chine, le concours de l'association des joueurs de bowling professionnels en est à sa 7e édition en Chine. Le 25 février dernier, le concours de bowling de la PBA a eu lieu pour la première fois à Wuhan. Ce rendez-vous était longtemps attendu par les fans. Le concours de bowling de la PBA représente le plus haut niveau de pratique du bowling au monde. Se tenant cette année à Wuhan, le concours de qualification de la PBA était organisé à l'université du Hubei. 48 joueurs venus de toute la Chine y ont participé. Parmi les joueurs, on retrouve des joueurs de l'équipe nationale. C'est une bonne occasion pour étudier leur technique. Je crois que c'est un rêve pour tous les joueurs de bowling, d'être sélectionnés pour participer à la PBA. Si on peut obtenir la qualification au concours, ça nous donnera plus de confiance. Tout le monde est très actif. Dès le premier jour de l'annonce, le nombre des inscrits a dépassé celui qu'on avait envisagé. Après 3 jours de compétition, Zhang Zhefeng et Liu Nian, tous les deux habitants à Wuhan, ont passé la qualification. Liu Nian, une joueuse professionnelle, est la capitaine de l'équipe nationale. Pendant ce concours, elle participe non seulement au jeu, mais aussi à l'organisation du concours. La préparation du concours influera sur ma force physique, mais je vais faire tout mon possible. La mentalité est assez importante. Aujourd'hui, je trouve que je n'ai pas démérité. La compétition dure 3 jours, à raison de 12 parties par jour. Seuls ceux dont la note moyenne dépasse 200 peuvent obtenir la qualification. Parmi toutes les compétitions auxquelles l'équipe nationale a participé, la note de cette fois-ci est la meilleure. C'est une réussite totale à Wuhan. À l'avenir, on va organiser plus de concours de la PBA en Chine. À l'issue de cette compétition, 23 joueurs ont obtenu la qualification de la PBA. Parmi ceux-ci se trouvent 10 femmes. 5 joueurs et 8 joueuses sont du Hubei. Le nombre de personnes qualifiées cette fois-ci a dépassé celui de tous les concours précédents. L'association de bowling du Hubei va organiser davantage de concours dans le futur. Et c'est avec ce magnifique strike que se termine cette partie Aujourd'hui la Chine. Je vais maintenant repasser la parole à mon collègue Yves qui va clore ce journal. Yves, c'est à vous. Eh bien, merci Elsa pour l'ensemble de ces éclaircissements. Et c'est donc la fin de cette édition. Merci de votre attention. Nous vous retrouvons tout à l'heure pour le prochain journal.